Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 177e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je suis Maxime Cogny, je remplace exceptionnellement Axel Capron, très occupé par l'actu olympique et notamment le titre des volleyeurs français. Et les Jeux, justement, nous allons y revenir une dernière fois dans ce podcast. Nous sommes mardi 13 août, il est 10h40 et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Mourniac, directeur de l'équipe de France de voile. Bonjour Philippe. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Spécialiste du tornado, à l'origine de médailles mondiales, participation aux Jeux Olympiques d'Atlanta de Sydney, entraîneur du 470 masculin depuis 2016, avec un titre mondial pour tes protégés en 2018, puis directeur de l'équipe de France depuis 2021. On fait le bilan, les perspectives avec toi. Aujourd'hui, une invitée surprise sera avec nous d'ici la fin de ce podcast, la fin de cette émission. Une médaillée olympique, médaillée de bronze. Voilà de gros indices. On n'en dit pas plus pour l'instant. Avant de t'entendre, Philippe, je rappelle le bilan, car les Jeux de Paris 2024, c'est donc une médaille de bronze pour Charline Picon et Sarah Steyert, métal qui lui manquait. Charline Picon, elle termine 3e avec Sarah Steyert en 49er FX, dériveur double, bronzé derrière le duo néerlandais en or et le duo suédois en argent. L'autre médaille de ces Jeux, eh bien, c'est pour Lauriane Nolo, l'argent en kitefoil. Chez les hommes dans cette même discipline, Axel Mazella termine 6e. Tim Mourniac et Lou Berthomieux 5e en Accra 17, c'est du catamaran. Tim Mourniac, c'est ton neveu, Philippe. Camille Lecointre et Jérémy Mion en 4,70 dériveurs double mixte ont beau remporter la médaille race, mais ils partaient de trop loin et finissent 6e au général. Louise Cervera est 10e du dériveur solitaire l'Ilka 7. Jean-Baptiste Bernaz en Ilka 6 gardera un souvenir amer de ces Jeux avec une 12e place au classement général. Erwan Fischer, Clément Péquin en 49er dériveur double masculin termine 12e aussi. Et du côté du windsurf, on parle de planche à écu-foil. Nicolas Goyard finit 15e et Hélène Noesmoen 7e. Voilà pour les résultats des 10 épreuves. Une 2e, une 3e place, c'est donc moins que l'objectif affiché officiellement. Faire mieux que Tokyo il y a 3 ans où les tricolores étaient rentrés avec 2 médailles d'argent et une en bronze. On aura l'occasion d'y revenir. Mais Philippe, avant ça, raconte-nous comment la fin de ces Jeux s'est passée. On est encore avec ce souvenir très chaud, mais vous êtes passé par Paris, vous avez quitté Marseille. Comment se sont terminés ces Jeux pour toi, pour l'équipe de France ? Ces Jeux se sont terminés, comme tu l'as dit, le 9 août. Nous sommes montés avec l'ensemble de la délégation, enfin l'ensemble des personnes disponibles, parce qu'on a 2-3 membres du staff qui ne pouvaient pas monter sur Paris, et on est allé vivre donc ces 2-3 derniers jours dans l'ambiance parisienne, donc avec la possibilité pour certains d'aller voir quelques épreuves, avec la possibilité pour tous d'aller au Club France, de répondre à des sollicitations médiatiques, d'aller au Champions Park, qui était vraiment un passage obligé pour tous les médaillés et vraiment une décharge, recharge, on dit comme on veut, mais énergétique absolument incroyable, entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, enfin vraiment des images d'une puissance absolue. Et puis forcément la cérémonie de clôture, donc le 11 au soir, pour enfin bien signifier que voilà, les Jeux Paris 2024 sont bel et bien terminés. Et puis maintenant, on va décompresser, on va se ressourcer. Et puis, on en parlera tout à l'heure, mais on va rentrer dans la phase aussi des bilans, parce que de toute manière, l'objectif, quels que soient les résultats, c'est toujours de tirer le maximum d'enseignements pour que ceux qui vont venir derrière nous pour préparer Los Angeles 2028 puissent avoir le maximum de billes pour continuer
à apporter des médailles au contingent français. Alors, tirer les enseignements, c'est le but de ce podcast. On va le faire avec toi dans un instant. Tu parlais de quitter Marseille pour aller à Paris. Vous aviez l'impression de sortir d'une bulle ou pas du tout? Non, pas vraiment, parce que bon, c'est sûr que Marseille déjà, on était dans un écrin, hein, vraiment la Marina Olympique, la rade sud de Marseille, c'était absolument merveilleux. Il y a eu un engouement, mais pareil, je pense qu'on en reparlera, mais un engouement populaire autour de la voile. Il y avait 12 000 places vendues chaque jour pour venir supporter et vivre chaque journée avec les athlètes de tous les pays dans la voile. Donc ça a été aussi très très fort. Après, de ce point de vue-là, c'est gagné, ouais. Philippe. C'était l'un des objectifs, en tout cas. C'est absolument gagné, hein, puisque encore une fois, créer un tel engouement populaire, la meilleure prestation avant, c'était Londres qui avait proposé justement une colline. Les spectateurs pouvaient accéder et suivre le rond des medal race. Là, on avait tout un espace, plage, digue, possibilité d'aller sur l'eau sur des bateaux spectateurs. Encore une fois, 12 000 billets spectateurs vendus par jour, un engouement absolument incroyable parce que forcément, contrairement à un stade où il y a principalement deux drapeaux, les deux drapeaux des équipes qui s'affrontent ce jour-là sur le parquet, nous, toutes les nations qui étaient présentes au jeu étaient présentes avec leurs drapeaux, donc ça chantait. Enfin, il y avait vraiment une ambiance incroyable. Les athlètes en témoigneront encore plus que moi parce que même sans être à leur place, la sortie de la marina et en passant devant les spectateurs, c'était une somme de frissons. Enfin, c'était incroyable et tous nos athlètes se sont vraiment enrichis de cette ferveur populaire. Donc oui, sur le plan spectateur, montrer notre sport au grand public, c'est une réussite incroyable. Sur le plan héritage, tout le monde, tous les pays, toutes les nations sont en accord pour dire que la Marina Olympique telle qu'elle a été délivrée, construite par Paris 2024 est une pure merveille. Et pour nous, pour la France, c'est un écrin. Ça a été pendant 2 ans la maison de l'équipe de France et ça continuera à être un des centres d'entraînement des athlètes de l'équipe de France et des équipes de France jeunes et des autres athlètes voile. Donc oui, sur tous ces aspects-là, le plan organisation, tout ça, c'est vraiment une très grande réussite. Donc voilà pour l'aspect environnement, ambiance, pour les jeux en tant que tel et la partie sportive. Tu parlais de tirer les enseignements. Ce bilan français, comment tu le qualifierais? Quel est le terme qui conviendrait? Est-ce que c'est une déception? On peut aller jusqu'à parler d'échec. Comment tu le qualifies, ce bilan? Alors, il faut être très méfiant par rapport aux mots. Déjà, faut quand même pas oublier que en voile, il y a 10 médailles maximum qui sont possibles. Quand une nation remporte 2 des 10 médailles possibles, il faut déjà saluer la performance qu'ont réalisé nos 3 athlètes féminines, hein. Donc Lauriane Nolot avec la médaille d'argent au kite féminin et puis donc Sarah Stiert et Charline Picon avec la médaille de bronze en FX. Après, si de par ma position de directeur des équipes de France, j'élargis ma vision pour parler de l'ensemble de l'équipe de France, clairement, ces 2 médailles, même si encore une fois elles sont magnifiques, ne correspondent pas au potentiel de l'équipe. On a un nombre de titres de champion du monde et de champion d'Europe incroyable. On a une équipe qui a un potentiel de feu. Et je parle vraiment au présent, hein, parce qu'on le disait avant les Jeux. Et c'est pas les Jeux qui ont changé ma vision du potentiel de cette équipe. C'est une magnifique équipe. J'en étais et j'en suis toujours et je serai toujours extrêmement fier de cette équipe. Voilà, mais au vu de ce potentiel, clairement,
manque des médailles. Je pense qu'il y avait moyen d'aller en chercher plus. Hein. Bon, on a tous en tête la répétition il y a 1 an du test event où la France avait décroché 5 médailles, dont 4 en or. Ce potentiel, il est réel. Encore une fois, il faut pas bouder notre plaisir. Une médaille olympique, ça s'arrache à la force du poignet, et la France en a arraché 2 grâce à Lauriane, Sarah et Charline. Mais oui, il y a quand même une grande déception, frustration. Mais par contre, je veux être vraiment très clair. Moi, cette déception, c'est pas une déception personnelle, c'est une déception vraiment pour les athlètes. Par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ont mis dans la balance, tout ce qu'ils ont investi, et oui, il y a une vraie déception pour eux, car clairement les résultats auraient dû être meilleurs. Mais voilà, c'est la loi du sport. Un certain nombre de nos athlètes français ont été battus par des étrangers. Il faut l'accepter, même si encore une fois ça fait mal. Donc tu parles effectivement de déception, de frustration pour répondre à la question sur le terme à employer. On n'est pas à l'objectif affiché que je rappelais au début par vous, hein, mieux qu'à Tokyo. L'objectif n'a pas été atteint si on regarde le bilan comptable. Comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas eu pour l'équipe de France de voile de home advantage? C'est un terme qui est revenu au cours de ces Jeux. Pour l'instant, je l'explique pas. C'est beaucoup trop tôt. Ce qu'il faut. Alors bien sûr, on a certains éléments à chaud, mais je me méfie toujours de ces analystes un peu à l'emporte-pièce. Il y a toujours beaucoup de personnes qui savent et qui sont capables de mettre des points en avant. Moi, très honnêtement, pour l'instant, je veux prendre le temps avec l'ensemble de cette équipe de digérer un peu tout ça. Travail justement qui commencera en septembre pour revenir un petit peu sur les 3 ans de la préparation, parce qu'il faut pas oublier que bon, là on parle que des Jeux, mais il y a quand même 3 ans avant dans ce qu'on appelle le cycle de préparation olympique. Ensuite le passage des sélections, puis la préparation finale avant les Jeux, et puis forcément le point d'orgue, c'est bien sûr les Jeux en tant que tels, quoi. Donc voilà, il y a bien sûr qu'il y a plusieurs éléments potentiels, mais enfin à ce stade-là, ça me paraît vraiment prématuré de sortir des éléments plus que d'autres. La réalité, encore une fois, c'est que sur les 10 médailles possibles, on est allé, les filles sont allées en arracher 2, et je voudrais vraiment que le premier point que tout le monde puisse retenir, c'est ces 2 médailles qui ont été décrochées. Après, voilà, en point numéro 2, mais encore une fois, je place bien ça par rapport aux athlètes. Clairement, sur de multiples facteurs, sur les histoires de vie, c'est pas de l'espoir, mais vraiment, ça aurait mérité une meilleure fin. Et malheureusement, les 1, 2, 3 médailles supplémentaires qui auraient C'est quoi le plus gros regret ou les plus gros regrets, s'il doit y en avoir là je vais sortir personne, mais parce que je pense que tous sont des regrets, mais je pense que le quart de finale d'Hélène Noës-Mohen en IQ, c'est parce que vraiment elle fait tout parfaitement, elle prend un super départ, elle fait un premier portant d'enfer, elle est devant, faut être dans les 2 premières, elles sont 7 dans ce quart de finale, donc les 5 premières choisissent la même bouée, vont du même côté, qui en tout cas au moment où elles doivent faire ce choix-là s'avère comme étant en tout cas le côté où on voit un peu plus de vent, etc. Et puis les 2 dernières, donc 6e et 7e à ce moment-là, qui elles, de toute manière, n'ont plus rien à perdre. Il faut faire dans les 2 premières, elles sont 6e et 7e, donc elles font le choix inverse. C'est normal, ça ouvre le jeu. Et puis là en fait, il s'avère 5 minutes plus tard que c'est elles qui ont fait le bon choix. Donc oui, ce quart de finale, encore une fois, Hélène a vraiment a fait des super beaux jeux. Et puis ne passe pas ce cut des quarts de finale. Alors on saura jamais ce qui aurait été possible après, mais ça c'est vrai que c'est des moments un peu forts. Après il y a les deux medal race gagnés, c'est quelque chose d'incroyable. Coup sur coup, l'une après l'autre, dans la même début d'après-midi, le 470
puis le NACRA qui gagne chacun leur medal race. Bon, bah c'était magnifique. Il a manqué des petits quelque chose pour pouvoir justement être en position de jouer un podium sur avant cette medal race. Mais la même chose après en Forti, Erwan et Clément, ils ont eu des opportunités qu'ils ont pas réussi à prendre, mais ils ont fait des choses magnifiques aussi, quoi. Donc et bon, en IQOM, il y a une très bonne entrée en matière de Nicolas, et puis malheureusement bah ça a pas tenu jusqu'au bout. En île cassette avec Jean-Baptiste, le même chose, il y a des super choses qui ont été faites, mais peut-être avec un petit manque de constance. Donc du coup, à côté, bah il y a quand même eu quelques manches qui font un petit peu mal et qui le laissent pas dans le jeu du podium. Louise Cervera, bah elle fait des jeux magnifiques, hein. Elle a quand même eu 2 des 3 dossards. Elle a été en tête des jeux. Elle a aussi occupé la 2e place. Elle est rentrée dans ces jeux avec toute sa jeunesse, toute sa fraîcheur, etc. Enfin voilà, c'est l'épisode de la bouée à la fin, malheureusement. Oui, non, mais voilà, mais c'est ça qui, bien sûr, je me cache pas derrière mon petit doigt, hein. Encore une fois, le résultat comptable par rapport au potentiel de cette équipe de France, il est maigre. On va pas dire l'inverse, mais après, encore une fois, moi, je passe beaucoup plus de temps et d'énergie à raisonner à travers les aventures humaines qu'on a vécues, et c'est vrai que de façon général, on est toujours un petit peu réducteur, c'est médaille ou pas médaille. Bon, bah nous forcément, on regarde potentiel, c'est l'intérêt aussi. On va parler de la façon de se projeter, mais en toile de fond, de ce que tu expliques, Philippe, il y a la notion de météo aussi. C'était dur de savoir l'avance, c'est le propre de la voile, mais encore plus de Marseille pour expliquer ça. Non, la météo, encore une fois, c'est un des points forts de l'équipe de France. On a fourni un travail hyper important pour justement bien connaître cette rade, etc. Et puis à nouveau, la météo, et comme beaucoup d'autres éléments, c'est la même pour tout le monde, hein. Donc il y a aucun, il faut rien aller chercher à ce niveau-là. Après, le fait de s'être entraîné pour connaître justement plus que d'autres délégations ce plan d'eau. Oui, mais je pense que ce degré de connaissance, encore une fois, on l'a, mais plusieurs grandes nations, on l'a répété plusieurs fois, hein, sont dès l'attribution, dès la nomination de Marseille comme site olympique, beaucoup de nations, et en tout cas les plus grosses nations, se sont installées également à temps plein sur Marseille. Donc ça, il y a pas de, enfin voilà, il y a aucun problème. Cette connaissance du plan d'eau, on l'a, et c'est clairement un point fort de l'équipe de France. Après, la seule chose, puisqu'on parle météo, c'est que c'est vrai que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, Marseille, et encore une fois, non seulement les Français, mais toutes les nations, on avait identifié ça comme un plan d'eau où chaque jour ne ressemblait pas forcément au lendemain. On pouvait avoir du Mistral, on pouvait avoir du vent d'est, on pouvait avoir des brises thermiques, on pouvait avoir pas trop de vent, on pouvait avoir du médium appuyé, on pouvait avoir du vent fort, avec des états de mer forcément qui sont différents selon qu'on a des secteurs qui viennent de l'ouest ou de l'est. Et là, la particularité de ces 3 semaines, hein, parce que la semaine d'entraînement a été un peu du même acabit, c'est qu'en fait, on a eu globalement des conditions assez stéréotypées, donc légères, pas beaucoup de vent, et donc assez stéréotypées. Et après, la réalité des choses fait que, alors si je caricature un petit peu, plus il y a de vent fort, et puis plus le côté technique, maniement du bateau, vitesse, etc., va prendre du poids. Et là, on retrouve très souvent la hiérarchie mondiale. Et à l'inverse, plus le vent est faible, et plus ce côté technique, maniement de bateau, est un tout petit peu secondaire par rapport à des aspects purement régate, justement, de stratégie, tactique, etc. Et du coup, ça réouvre complètement le jeu. Donc il y a des athlètes, équipages, etc. qui du coup jouent vraie carte, et c'est la raison pour laquelle donc encore une fois, la voile olympique, c'est 10 séries, 3 médailles par série, ça fait 30 médailles. Ces 30 médailles, elles ont été réparties entre 19 nations.
Donc ce qui fait une moyenne de 1,5 médailles pour les nations médaillées, quoi. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui a joué. Et si jamais on avait eu, encore une fois, on saura jamais parce que ça n'a pas été le cas. Ça fait beaucoup de si, si. Oui, non, mais attention, hein, Non, mais sans chercher d'exemple, est-ce que Marseille était le bon choix de site olympique pour la voile? Mais bien sûr, mais encore une fois, la richesse de la France, c'est qu'on a, on a des façades maritimes qui sont absolument magnifiques, que ce soit sur la Manche, sur l'Atlantique, en Méditerranée. Le choix a été fait sur Marseille et c'était un très bon choix, mais comme ça aurait été un bon choix, encore une fois, d'aller dans d'autres façades qui sont habituées à recevoir des épreuves internationales, etc. Il y a aucun souci là-dessus. Après, il y a une situation météo pendant 15 jours, 3 semaines, avec globalement un anticyclone assez fort sur quasiment l'ensemble de la France. Hein. Donc voilà, mais il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Marseille a été le choix de la France. Marseille a répondu présent. Marseille a créé et a délivré un événement qui a été complètement hors norme sur tous les aspects. Hein. On a dit spectateurs, qualité de la construction de la marina, accueil des étrangers. Enfin, tout le monde est unanime là-dessus. Après, on est un sport d'extérieur. On le sait tous, mais c'est quand même important de le répéter. Et c'est vrai que pendant les 15 jours, on a eu pas mal d'annulations parce que le vent n'était pas complètement au rendez-vous. Comment on digère ça à présent? Tu parlais de pas vouloir réagir à chaud ou d'avancer d'explications et surtout pas chercher d'excuses. C'est ce qu'on comprend dans ton propos. Comment on digère ces jeux? On tire les enseignements dans les mois à venir pour se projeter sur Los Angeles 2028. Je pense que déjà, il y a une dimension, enfin en tout cas moi qui me tient à cœur. Faut quand même ne jamais oublier que les principaux acteurs, ce sont les athlètes. Et moi, si j'ai de la tristesse, de la déception, tous les qualificatifs qu'on peut trouver, c'est avant tout et uniquement pour les athlètes, parce qu'encore une fois, je sais ce qu'ils ont mis dans la balance. Et donc je sais à quel point c'est dur pour un certain nombre d'entre eux de repartir bredouille, quoi. Il va falloir prendre un petit peu de temps. Là, donc avec Guillaume Chiellino, directeur technique national de la Fédération française de voile, nous on va rester sur le pont encore cette semaine pour justement un petit peu mettre en place, travailler sur la façon dont on va s'y prendre pour faire tous ces bilans, que ça soit entre nous ou que ça soit avec les différents partenaires du sport français. Et donc après, il faut prendre du temps pour justement pour revenir un petit peu à un équilibre émotionnel, physique, mental. Il faut, et j'insiste très lourdement là-dessus, il faut quand même pas oublier que sur les 10 possibles, il y a quand même 2 médailles olympiques et qui sont magnifiques. Certes, on aurait aimé beaucoup plus, on aurait aimé pour ces athlètes parce que ce sont tous des athlètes d'exception, mais voilà, je pense qu'il faut prendre un petit peu le temps et puis après on regardera tout ça de près pour que ceux qui vont prendre la suite, hein, le prochain directeur des équipes, le prochain groupe d'entraîneurs nationaux, les prochains experts et puis les prochains athlètes, hein, parce que c'est pas parce que les athlètes c'est pas parce que les athlètes ont fait les Jeux de Paris qu'ils seront sélectionnés pour Los Angeles en 2028. Il faut qu'on ait cette histoire collective pour tirer le maximum d'enseignements. Et tu parlais de Lauriane Nolo, 25 ans, les premiers Jeux, première fois avec le kite. Le potentiel et le niveau de l'équipe de France est là. On peut retrouver potentiellement combien de têtes qui étaient à Marseille et qui seront à Los Angeles dans 4 ans? Alors ça pour le coup c'est un petit peu tôt. Alors bien sûr quand on parle de jeunesse, Louise Servera par exemple, on était encore à Marseille que déjà elle nous questionnait sur la suite. Donc elle est déjà partie. Elle sait
Elle sait le potentiel qu'elle avait. Elle a quand même été en tête des jeux, quoi. Faut imaginer ce que ça veut dire. Elle a eu le dossard jaune, elle a eu le dossard bleu de la deuxième place. Elle a fait 2-3 petites erreurs qu'elle a identifiées, mais pareil, avec une fraîcheur incroyable. Et elle sait très bien qu'elle a tutoyé ce podium olympique. Elle n'a pas réussi à l'avoir, mais elle l'a tutoyé. Donc elle, mais comme d'autres athlètes de l'île Cassis, pour qui l'aventure, elle s'est arrêtée au moment des sélections, elle se projette très rapidement sur Los Angeles 2028. Et c'est très bien. C'est très bien à condition d'être quand même en capacité de justement de couper, de prendre des vacances, de se régénérer pour pouvoir rebasculer. Après, chaque athlète, encore une fois, une des forces de cette équipe de France, c'était la diversité des personnalités et la diversité de la palette des âges. Donc, on a un certain nombre d'athlètes qui ont passé la trentaine, voire qui s'approchent de la quarantaine. On va laisser du temps à tout le monde pour savoir qui veut repartir sur un projet, sur quel type de projet, etc., quoi. Avec des discussions que vous avez déjà eues pendant les longues heures, parfois à attendre une météo plus favorable, alors que certains athlètes, certains marins étaient déjà passés en début de semaine. La suite était déjà évoquée ou pas du tout, du tout? Non, c'est des choses non. que dans le discours on peut utiliser pour aider les athlètes à se relever, par exemple. Oui, non, mais franchement là, ça n'a pas été le cas parce que le mot d'ordre général, c'était que on allait tous rester dans l'instant présent. Donc comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que un des points importants de ces Jeux Olympiques, c'est que les épreuves de voile étaient vraiment étalées sur les 2 semaines. Donc certains n'avaient pas encore commencé les Jeux, que les premières médailles étaient déjà tombées, quoi. Mais par contre, pour l'ensemble, les experts autour de l'équipe de France, nous, on se devait d'être au taquet, complètement opérationnel, du 28 juillet, première épreuve de voile, jusqu'au 8 ou 9 août, parce que finalement le 9 août a été utilisé aussi. Donc non, on n'a pas, on est vraiment resté dans l'instant présent. Et après, pour ceux qui finissaient, que la médaille soit au rendez-vous ou qu'elle ne soit pas au rendez-vous avec une certaine déception, etc., on est vraiment resté dans les Jeux de Marseille, discuter de Marseille. Le Los Angeles 2028, ça viendra plus tard, même si encore une fois, pour certains, en tout cas, ils ont affiché, voire même avant, voire même avant le début des Jeux de Marseille, pour pas avoir cette peur du vide le lendemain de la dernière manche des Jeux. Ils avaient déjà affiché une volonté très claire de s'arrêter éventuellement ou de continuer, et si continuité, dans quelle série. À titre perso, quelle va être la suite pour toi? Pas les vacances encore, hein, tu le disais. Non, moi cette semaine, je reste sur le pont. Sur le pont. Après, par contre, je vais couper pendant 3 semaines, mais je vais couper complètement. C'est-à-dire que je vais vraiment laisser mon ordi quelque part et le portable avec. Seule façon de couper vraiment. Après, pendant tout l'automne, justement, on va rentrer dans tout ce travail de bilan, etc. Et moi, je resterai actif jusqu'à la fin de l'année, avant de partir sur d'autres choses. Mais pour l'instant, je me donne du temps. Je veux surtout déjà bien finir ce job Paris 2024. Et puis ensuite prendre du temps pour moi pour réfléchir à ce que j'aurais envie de faire en 2025 et les années qui suivront. Pour finir, Philippe, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as dit, ce que tu as confié à une certaine Charline Picon, qui est devenue l'athlète française, la française la plus titrée de l'histoire en voile, après sa médaille de bronze en 49er avec Sarah Steyert? Sans rentrer dans l'intimité, déjà la première chose. Non, mais la première chose super importante. Vraiment, je l'ai félicité. Je l'ai félicité parce que tous les deux, plus quelques acteurs bien sûr, Sarah, les entraîneurs, etc. On sait ce qu'il y a derrière l'histoire magnifique. Donc, je pense qu'on a pleuré mutuellement parce qu'on est en capacité d'avoir des images de ce qu'on a vécu pendant 3 ans.
donc c'était vraiment magnifique, et ça c'est complètement intime. Par contre, après, ce que je peux dire, c'est qu'une fois qu'on est sorti des Jeux de Paris 2024, et une fois qu'on a parlé du record, parce qu'aujourd'hui Charline est la seule athlète française en voile olympique à avoir ramené 3 médailles différentes sur 3 Olympiades différentes, et qui plus est avec 2 séries, donc la planche à voile pour l'or à Rio, l'argent à Tokyo, et puis le ski FX donc pour le bronze à Marseille. Euh, Ce que j'ai dit à Charline, j'ai dit, en fait, je m'en étais pas rendu compte comme ça, mais peut-être que je fais partie, je suis peut-être un petit pourcentage de ton porte-bonheur, puisque moi, en fait, j'ai intégré le monde, l'environnement de l'équipe de France de voile olympique pour les Jeux de 2016. Donc j'aurais eu l'extrême bonheur de pouvoir vivre ces trois les 3 médailles de Charline au plus près d'elle. Donc ouais, je suis vraiment très très content, parce que c'est une championne d'exception, ok, mais c'est aussi une femme incroyable, et donc je suis vraiment vraiment très heureux pour elle, pour ce qu'elle a réalisé. Et puis encore une fois, c'est ces 3 médailles qui la mettent en haut du Panthéon, quoi. Merci pour cet hommage, Philippe, et merci pour cette invitation à laquelle tu as répondu, sa participation pour cet épisode de Pause Report 177. On te laisse retourner au travail en réunion, parce qu'on a bien compris que tu étais sur le pont cette semaine. Merci beaucoup, Philippe. Oui, merci à toi, Maxime, et puis merci à tous les licenciés de la Fédération française de voile. Merci à tous les supporters, parce que sur les 12 000 personnes par jour, tout le monde ne connaissait pas forcément le sport voile avant, et j'espère que vous avez eu de telles belles images, de telles émotions auprès de ces sportifs d'exception, que dès le mois de septembre, vous prendrez tous vos licences dans les clubs de voile qui n'attendent que vous pour construire le futur, hein, parce qu'on a besoin. On a des magnifiques champions aujourd'hui, on a de magnifiques champions en devenir, parce qu'en catégorie jeune, les résultats sont absolument exceptionnels, mais on a besoin de la jeunesse derrière pour commencer les premiers bords en optimiste, en planche à voile, en petit catamaran, etc., pour faire les équipes de France des prochains Jeux. Et notre invitée surprise, justement, en fin de podcast, c'est Charline Picon. Elle est avec nous. Bonjour Charline. Salut. Charline, médaillée de bronze avec Sarah Steyert, 3e en 49er FX, le dériveur double, bronzée derrière le duo néerlandais en or, le duo suédois en argent. Charline, Philippe nous racontait à l'instant l'émotion que vous aviez partagée après votre médaille de bronze. L'émotion, il y en avait aussi hier à La Rochelle pour les retrouvailles, c'est bien ça? Ouais, l'émotion, c'est ce que je cherche à vivre dans le sport de haut niveau. Donc là, j'ai été servie. Effectivement, la sortie de l'eau, déjà, on a eu une sacrée émotion au passage de la ligne d'arrivée, quand on sait qu'on est médaillé et on avait le potentiel aussi de sortir de la boîte. On pouvait tomber à la 5e place. Et ils nous ont tous accueillis comme si on était championne olympique. C'est vrai que les Jeux en France, puis c'était la première médaille depuis que le Fortier existe pour la France. C'était vraiment énorme. Et après, il y a eu pas mal de célébrations. Et puis de rentrer à la maison, on sait qu'on va redescendre gentiment de notre nuage. Et effectivement, il y avait mes proches qui étaient à la gare. Et des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, des gens qui étaient pas forcément à Marseille. Donc, il y a toujours une émotion supplémentaire. Parce que c'était les Jeux à la maison, donc il y avait quand même du monde, plus qu'à Rio, par exemple, plus qu'à Tokyo avec l'argent, également en planche, cette fois nouveau support. Tu es la sportive française la plus titrée de l'histoire en voile. Est-ce que là, ça y est, tu as réalisé avec les quelques jours de recul? Je sais pas si je réalise. Je sais que j'ai eu quelques témoignages d'athlètes d'autres disciplines qui me font réaliser gentiment. Un témoignage de Pierre Lecoq aussi, qui a eu des mots très forts. Après, en fait, quand quand tu vis le truc au jour le jour, déjà je reste la même personne, et ça c'est important pour moi. Mais c'est vrai que oui, je crois qu'en 3 ans, quand je vois des gens, par exemple les Croates qui ont fait la transition du 4-7 au 40, qui
sont toujours pas très loin d'une médaille olympique en forty, mais qui ne la décrochent pas. Nous, on a réussi le pari en 3 ans. C'est énorme, quoi. Enfin, c'est vrai que 3 médailles olympiques sur le même support, ça serait en RSX. Bon, voilà, c'est déjà énorme. Mais là, avec changement de discipline, je crois que, on a réalisé quelque chose d'énorme. Tu l'as vécu à Marseille, tu l'as vécu à Paris aussi en sortant de cette bulle ou pas? C'est la question que je posais tout à l'heure à Philippe. Marseille, Paris, 2 salles, 2 ambiances, mais la même fête. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. En vrai, nous, on était la première semaine et à Marseille, contrairement à ce que j'ai jamais fait, j'ai voulu que mes proches soient là dès le premier jour. Sarah aussi, du coup, il y avait nos 2 familles et amis qui sont réunis pour faire un groupe énorme. Il y avait aussi les jeunes de la planche à voile qui étaient avec moi en RSX. Il y avait Pierre Lecoq qui était ambianceur de plage et tout, et il y a une ambiance, mais franchement, on a vécu un truc, je dis, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, en termes d'émotion, c'était incroyable. Et après, à Paris, c'était différent, mais c'est voilà, les gens, peu importe ta couleur de médaille, peu importe ton sport, on était célébrés comme des rockstars. C'était assez incroyable. Ils connaissaient notre nom, ils connaissaient notre discipline, et c'est chouette déjà que que ça fasse parler de la voile, de ce petit sport, on va dire, que ça donne, les gens ont eu des belles images aussi, parce que notre finale, finalement, c'était pas dans nos conditions favorites dans le petit temps, mais ce que j'ai dit à Sarah, c'est quand même que du coup, on a eu des super images au planning, sous spi et tout. C'est une belle promotion aussi pour notre sport, même si ça nous coûte peut-être la médaille d'or, mais voilà, je suis contente d'avoir aussi montré. C'était pour la bonne cause, c'est ce que tu Ouais, dis. voilà, franchement, les images de la medal race, je pense qu'elles sont incroyables, même si c'était pas 20 nœuds. Nous, 12 nœuds, on est déjà au taquet, donc c'est des belles images de voile, quoi. Avec cette ambiance aussi, raconte-nous au sein de la délégation de l'équipe de France, parce que quelque part tu lançais les épreuves, même si ça n'a pas forcément tourné dans le sens espéré. C'est ça, ouais, j'avais dit à Guillaume quand j'ai su que c'était les 49ers qui commençaient les Jeux Olympiques et que c'était la première medal race de la voile, j'avais dit à Guillaume, moi, c'est sûr, c'est pour moi ça, parce qu'en fait à Rio et à Tokyo, j'étais aussi première medal race. Pas à Londres, donc du coup pour moi c'était un peu genre un signe à me dire ouais, ça c'est pour moi, ça va le faire. Et ça c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a peut-être 1 an ou un truc comme ça, donc Guillaume avait fait ah ouais d'accord. Et non, après l'équipe, c'est vrai que ça a été on était contente de bien lancer l'équipe, ça a été dur pour les suivants, c'est jamais très facile, parce que pour l'avoir vécu dans l'autre sens, où quand John avait été médaillé à Londres et que nous on ne l'est pas, ça te renvoie, quand tu vois le médaillé, ça te renvoie aussi à toi et ton loupé, quoi, on va dire. Et du coup on a essayé de préserver ceux qui pouvaient encore jouer des médailles. Après, franchement, tout le monde a été là pour encourager ceux qui restaient, bon résultat ou mauvais résultat. Vraiment, il y a une très belle équipe, une très belle ambiance. Et moi j'ai eu à cœur aussi de donner au max pour Lauriane, qui était ma coloc de chambre. On a quand même une sacrée différence d'âge, mais je me suis trop marrée avec elle. On a échangé sur le statut de favori, sur le stress. Elle me dit ouais, mais toi tout le monde sait que t'adores le stress. Je dis mais non, j'adore pas ça. Par contre, c'est un bon carburant, donc oui. Et puis après voilà, on a été tous là pour aussi lui envoyer du positif sur cette médaille d'argent, parce qu'on savait qu'elle était déçue, mais quand je lui ai hurlé dans les oreilles, mais t'es vice-championne olympique. Voilà, c'est des moments forts, hein, qui vont rester gravés pour la vie. Donc Et vous ouais. avez eu le temps de discuter, parce qu'elle, c'était l'extrême inverse, c'était à la toute fin. Ouais, elle, c'était à la toute fin. Du coup, moi, je suis allée faire la tournée à Paris médiatique, et je suis revenue on est revenu avec Sarah pour rester pour les autres. Mais Sarah était repartie dans sa maison, elle était plus au village, et elle est venue encourager les copains. Et moi, du coup, ma famille était repartie, donc je suis retournée au village en chambre avec Lauriane, couchée le soir assez tôt, parce que c'était aussi une de ses demandes
c'était un peu une blague, mais on disait voilà, faut que je la couche comme ma fille, quoi. Et voilà, c'était La vraiment Mama Team jusqu'au bout. ouais, la Mama Team jusqu'au bout, et c'est vraiment un rôle que j'ai bien aimé jouer. Ouais. Ah, justement, pour ces retrouvailles en famille, ça ressemble à quoi à La Rochelle depuis hier? On te prend quelques minutes, pardon, dans ces retrouvailles. Ouais, après, hier on est rentré en milieu de journée un lundi, donc voilà, c'était vraiment le côté un peu des proches qui sont venus. Ensuite, on est rentré avec mes parents, on est allé sur l'île de Ré pour un déjeuner vraiment familial, on va dire. Voilà, ma fille avait hâte d'avoir sa maman. Elle voulait aller me montrer comment elle faisait du bodyboard. Il pleuvait et tout, mais elle s'en moquait. Elle voulait juste me montrer et avoir sa maman pour elle. Donc on a été sous la pluie. Elle m'a fait mettre en combi pour aller dans des vagues pour me montrer comment elle faisait. Elle était gelée, mais c'est pas grave. Donc ouais, les retrouvailles. Voilà, là ce matin, mon conjoint voulait qu'on aille montrer la médaille à des proches. Enfin des supporters, on va dire. Donc c'est pour ça que je suis un peu en retard ce matin, c'est que j'étais Mais c'est pas grave. en tournée au club de voile, montrer aux enfants, etc. Donc Et c'est bien normal, priorité à ça. Conjoint, futur mari, donc, on revient pas sur cette demande en mariage, double demande en mariage, à laquelle un certain Tony Estanguet a fait allusion pendant la cérémonie de clôture. ouais, ouais, je lui ai dit, j'ai dit voilà, il a dit qu'il y a eu les records battus de demandes en mariage, on en fait partie, donc c'était marrant, ça m'a fait rire. Ça va être quoi maintenant la suite pour toi? Tu as des projets? Ce que tu avais déjà prévu, ce que vous aviez déjà prévu en amont des Jeux? C'est bien ça? Raconte-nous. Ouais, moi, pour avoir vécu la redescente d'après Rio, c'est vrai que là, on vit l'effervescence. On était tenu par la tension, même jusqu'au bout, hein, pour Lauriane et tout. J'étais encore stressée. Donc là, on sait, voilà, il y a eu célébration à Paris. On sait que quand on revient, retourner un peu à la vie normale, c'est un deuxième challenge et c'est pas le plus facile. Du coup, j'avais à cœur d'avoir un projet qui me fasse vibrer pour la suite. Du coup, c'est vrai que j'ai vécu une fin de prépa olympique un peu mouvementée, on va dire, parce que j'ai vendu mon bien immobilier pour acheter un bateau, un catamaran. Et en fait, on part en octobre, aller en demi-tour du monde avec du coup ma fille et mon conjoint. C'est vrai que ça fait 7 ans que je suis, on va dire presque à mi-temps à la maison. Donc 7 ans pour Lou, qu'elle voit sa maman aller à 60% du temps. Et je pense qu'on a besoin de se retrouver. Et derrière ça, j'essaye de monter un projet qui rende un peu aussi ça utile, on va dire. Au tout départ, je m'étais dit, voilà, j'ai un projet de film, ça c'est sûr. Un projet aussi on va dire environnementale. Mais là, avec la médaille, je suis en train de me dire que ma mission, ça serait plus d'aller promouvoir la voile sur les différents passages de notre voyage, c'est-à-dire Cap-Vert, puis les Antilles. Et ensuite, le plan, c'est d'aller en Polynésie jusqu'à Tahiti. Je sais que financièrement, voilà, c'est un peu chaud, mais on sait qu'on a un an devant nous pour réaliser ça. Et là, pour avoir vu les enfants ce matin dans les clubs, je pense que j'ai un rôle à jouer effectivement voilà, d'aller partager, de rencontrer les enfants. Je sais qu'en Martinique, on avait été faire un stage avec Sarah en 2022, il me semble. Il y a pas mal de jeunes qui font de la voile et qui sont dans la transition pour aller vers le haut niveau. Et je trouverais ça très chouette de pouvoir voilà, de les aider en tout cas, à partager mon aventure, les faire rêver un peu plus et voilà, donc c'est un gros projet qui arrive et ça va arriver très vite. Quel beau projet, Charline. Merci, un grand merci, un immense bravo encore à toi, Charline Picon, médaillée de bronze avec Sarah Steyert. Bon tour du monde alors. Merci. Bonne retrouvaille, on dit ça comme ça. Ouais. Et quel beau projet qu'on suivra donc avec attention. On te retrouve très bientôt. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et a priori, enfin c'est pas a priori, mais j'ai quand même demandé une petite IQ foil à mettre sur le bateau pour apprendre à naviguer dessus.
Ah, dédicacé par une certaine Lauriane Nolo. Non, l'IQ Foil, pas le Pardon, kayak. la planche d'Hélène Noës-Moen. Ouais. Non, Merci. mais voilà, j'ai envie d'apprendre. Ça m'embêterait de pas avoir essayé en fait, donc je l'emmène et puis je verrai bien ce qui se passe. L'IQ Foil et une planche aussi traditionnelle, hein, c'est ça? IQ Foil, Wing et non, plus de planche traditionnelle. Plus de planche Ça traditionnelle. n'existe plus vraiment en fait. Tu feras ce que tu veux, tu as tous les droits. Merci beaucoup, Charline Picon. Merci à vous. On vous souhaite donc de bonnes vacances. À vous aussi qui nous écoutez. Le podcast s'offre quelques jours de congé. Pause Reports vous propose les 2 prochaines semaines la rediffusion de 2 épisodes consacrés à la Coupe de l'América dont les éliminatoires. La Coupe Louis Vuitton débute le 29 août à Barcelone. Quelle année 2024. Vous retrouverez Axel Capron le 3 septembre pour le 178e épisode. Bon mois d'août et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!